Aujourd'hui, un dernier mot de l'UFC 310, de belles annonces de combat, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le vendredi 6 décembre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et on commence avec Cyril Gane, on lui a demandé s'il n'avait pas été trop frustré quand Volkov s'était retiré du combat la première fois, hein. Je rappelle que c'était prévu au mois d'octobre à Abu Dhabi. Bon, il dit en plaisantant que ce qui est un peu dommage, c'est qu'à Abu Dhabi, il aurait été moins taxé. Et puis surtout, là, quelque chose d'important, je trouve, c'est qu'il y a moins de décalage horaire. C'est vrai que ça peut affecter la préparation, ça peut affecter la performance. Après, c'est des athlètes de haut niveau, ils sont habitués à ça. Ce sera ce week-end la première revanche de sa vie. Ça ne lui est jamais arrivé, que ce soit en MMA ou en pied-point. Et puis il ne voit pas de réel changement chez Volkov depuis leur premier combat. Il le dit pas en lui manquant de respect, mais il dit ouais, moi y a rien qui me saute aux yeux, hein, en gros. Et puis il annonce quand même que ce sera un combat différent, la cage est différente, il s'était affronté la première fois dans la petite cage, là ce sera la grande, et puis surtout c'était un combat en 5 rounds la première fois, il n'y en aura que 3 cette fois-ci, et puis pour la suite, là, il revient d'une longue période d'inactivité, hein, un peu plus d'un an. Lui, il aimerait combattre 2, voire 3 fois par an, mais pas plus, parce que au-delà de ça, il estime que son corps d'entraînement en serait affecté. Et il prend comme exemple John Jones. C'est pas du tout une excuse, hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il aurait battu John Jones avec un plus long camp. C'est pas ce qu'il dit non plus, mais voilà. Le combat contre Jones, ça s'est fait un peu au dernier moment, entre guillemets. Et quand on voit le résultat, forcément, il en a tiré une leçon. On va passer au main event maintenant avec Pantoja. On lui a aussi demandé pour la énième fois s'il n'avait pas été trop surpris quand on lui a annoncé qu'il allait défendre sa ceinture contre un nouveau venu. Il a répondu que pas du tout, au contraire, ça ajoute de l'intérêt. Il a déjà battu plusieurs fois les autres prétendants. Il trouve que c'est plutôt intelligent de la part de l'UFC, ça fait une histoire. Le champion d'une ligue japonaise, un japonais en plus, qui arrive aux États-Unis pour défier le champion de l'UFC, c'est vrai que ça fait une belle histoire. Et puis concernant son adversaire, il trouve que c'est courageux d'avoir laissé sa ceinture là-bas pour venir se tester parmi l'élite, hein, on pourrait dire. Et puis il ne le sous-estime pas du tout, il sait qu'il est très bon, qu'il a un bon striking, qu'il a des super coups de genoux, et puis surtout il a combattu et déjà battu une fois Kyoji Horiguchi, qui est un partenaire d'entraînement de Pantoja. En tout cas, les deux se sont déjà entraînés ensemble, et Pantoja le considère comme un des meilleurs combattants de la planète, donc il dit forcément s'il a réussi à le battre, ça veut dire quelque chose. Par contre, il pense que son grappling à lui, Pantoja, va faire la différence dans ce combat. Il s'estime comme un des meilleurs grappleurs de l'UFC, le meilleur de sa catégorie, et il pense être dans le top 10, toutes catégories confondues. Il l'a prouvé, c'est vrai. Donc vraiment, hâte de voir ce combat. Il a répété qu'il aimait beaucoup le Japon et ses valeurs, notamment les valeurs transmises par le Jiu-Jitsu, toujours regarder son adversaire dans les yeux, le courage, etc. Et forcément, battre une star japonaise, ce serait sûrement l'occasion pour lui d'aller récupérer un petit peu de fans dans cette partie du monde, et il ne cracherait pas là-dessus. Et puis il a conclu par répéter que c'était vraiment une époque de dingue, une année de dingue 2024 pour les flyweight, et je pense qu'il a entièrement raison, les combats sont divertissants, il n'y a pas encore trop de projecteurs, mais ça commence à changer. Je pense personnellement que si Kaya Sakura prend la ceinture, ça va amener du monde dans la catégorie, les gens vont commencer à s'y intéresser parce qu'on va jouer sur le combattant japonais, le samouraï, etc. J'en suis convaincu. Maintenant, c'est vrai que la catégorie est ultra intéressante et ça a été une très belle année 2024 pour eux et j'espère que 2025 sera aussi bonne. Aljamain Sterling, hein, lui, il n'exclut pas que son combat contre Movsar Evloev, qui est un combat de grappleur, hein, on peut l'appeler comme ça, va finir en combat de striking, et il pense même que ce serait bon pour leur popularité. C'est vrai que les deux, mais surtout Evloev, est connu pour être un combattant un peu chiant, les fans ne le portent pas forcément dans leur cœur, je pense que l'UFC c'est pareil, donc c'est vrai qu'une guerre debout, ça pourrait être bon. Après, faut pas que ça reste debout, que ça soit un combat pourri non plus, hein, vous vous en doutez bien. Et il y a autre chose de très intéressant qui dit Sterling, c'est que si ça va au sol, il a beaucoup d'adversaires tout au long de sa carrière. Sterling, il était supérieur à eux au sol. Les gars le savaient, donc dès que ça touchait le sol, les mecs immobilisaient la situation pour ne pas prendre de coups et ne pas se faire soumettre. Il est convaincu qu'avec le niveau qu'a Evloev et la confiance qu'il a en lui, il va se passer des choses au sol, va sûrement y avoir du scramble, va sûrement y avoir de la tentative de soumission, et ça va donner des opportunités à l'un comme à l'autre. Donc on pourrait avoir un combat de grappling, mais un beau combat de grappling. Je suis entièrement d'accord avec lui.
Et puis il a comparé la situation des poids plumes actuellement, ou en tout cas il y a quelques temps, à celle des poids coqs il y a quelques années, hein. Je m'explique, c'est-à-dire que là, on a du sang neuf qui arrive chez les plumes, notamment avec Topuria qui a battu Holloway et Volkanovski. Lui, ce qu'il dit, c'est que pendant un bon moment, c'était Holloway, Volkanovski, Holloway, Volkanovski, tout le temps les mêmes noms, comme à l'époque chez les poids coqs quand t'avais TJ Dillashaw, Uriah Faber et Dominic Cruz, c'était tout le temps ces trois-là au top. Et ça peut au bout d'un moment lasser les fans, alors que là il y a du sang neuf qui arrive, il y a lui forcément, même s'il était champion chez les coqs, mais Topuria qui a pris la ceinture et on se demande maintenant qui pourrait aller chercher Topuria. J'ai trouvé que c'était une très bonne analyse de sa part et du coup je voulais vous en faire part. On a aussi Brian Battle qui a déclaré que depuis l'UFC Paris, notamment sa performance dans la cage, mais surtout ce qui s'est passé après, avec la foule, quand il a pris le micro, etc. Sa popularité a explosé. Il est beaucoup plus demandé qu'avant pour des interviews, etc. Et ça lui fait très plaisir. Il explique qu'il a toujours travaillé pour ça, qu'il savait que ce moment viendrait, et ce moment est enfin venu. C'est vrai que c'est un retour assez rapide, il a combattu au mois de septembre. Là, on est seulement en décembre. On lui a demandé si c'était pas un peu court entre deux combats. Bon, il dit que c'est vrai, à l'UFC, ça peut paraître court, mais avant de débarquer à l'UFC, il a combattu jusqu'à 4 fois par an, donc rien de nouveau pour lui. Et puis concernant Brown, qui va affronter ce week-end, sur la carte préliminaire, on va y revenir après, c'est le meilleur adversaire d'après lui qu'il n'ait jamais affronté. Il est très expérimenté, et c'est là où lui a un petit défaut, hein, il l'avoue, il dit voilà, moi j'ai moins d'expérience que lui, c'est vrai que ça pourrait faire une différence. Et puis là où je l'ai trouvé encore très intelligent, c'est que lui, il vient du tough. On lui a demandé s'il serait prêt, lui, à être coach un jour à l'Ultimate Fighter, et contre qui? Il dit, bah moi j'aimerais bien le faire contre Buckley, et là il a raison, parce que l'Ultimate Fighter, ça marche beaucoup quand tu as des coachs qui sont deux grandes gueules, hein. Quand on a eu Conor McGregor contre Chandler, bon c'était surtout Conor McGregor la grande gueule dans l'histoire, mais ça a beaucoup plus marché que quand tu as des mecs qui n'ont pas trop de charisme, malheureusement. Donc il est plutôt intelligent dans sa gestion de carrière, maintenant il faut que les résultats suivent dans la cage, mais j'espère pour lui que ça va le faire, parce que je pense qu'il y a un vrai personnage, et qui va surfer là-dessus, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. S'il gagne ce week-end, on va avoir, je pense, un très beau discours dans la cage. Et puis sinon, cette nuit, on a aussi eu la conférence de presse, hein, avec tous les combattants. Donc, tu as avec eux les 3 derniers combats de la carte face au public et face aux journalistes. Franchement, c'était pas très intéressant. Il y a eu quand même un moment de gêne absolue. C'était dès le début, on a demandé à Kaya Sakura qu'est-ce qu'il pensait de son arrivée à l'UFC, etc. Et là, il s'est un peu enflammé. En plus, il parle pas très bien anglais. Il a dit je veux faire la catégorie des flyweight great again. Donc, il a paraphrasé Donald Trump, un mec américain great again. C'était gênant parce que lui s'est enflammé en le disant. Personne n'a réagi dans la salle. Il y a 3 personnes qui ont applaudi pour lui faire plaisir. Moi, ça m'a fait sourire. Et puis après, il a ajouté que Pantoja était un bon champion, mais qu'il n'était pas assez divertissant et que c'était le moment d'avoir un champion qui amène du show dans la cage. Bon, ça, je dirais que c'est de bonne guerre, même si tu sens il veut vendre son combat, mais il est pas fait pour ça, c'est pas sa personnalité, tu sens que c'est pas naturel. Et puis le journaliste qui en rajoute une couche en disant à Pantoja: «Oh, t'as vu, il vient de dire que t'es pas divertissant, qu'est-ce que t'en penses?» Et là, Pantoja, qui est un peu le même genre de mec, qui est plutôt un taiseux, qui dit: «Ouais, bon, bah, c'est comme ça, il va voir ce week-end si je suis pas divertissant». Franchement, ça avait très mal commencé la conférence de presse. Après, on a eu un truc un petit peu plus intéressant. On a demandé à Cyril Gane et Volkov, comme ils se sont déjà affrontés, qu'est-ce qu'ils pensaient de la puissance de frappe de l'un et de l'autre. Bon, Cyril Gane, j'ai l'impression qu'il a pas trop compris la question. Il dit: «Ouais, ouais, j'ai affronté beaucoup de gros frappeurs, hein, Tuivasa, Lewis, Francis Ngannou». Bon, il a pas trop répondu. Par contre, Volkov, il a voulu faire un trait d'humour, un trait de provoque en disant: «Il frappe pas si fort que ça puisque notre combat était à la décision». Bon voilà, c'est pareil, c'est pas génial, mais j'ai pu relever que ça, je suis désolé, le niveau était pas excellent. Et puis on finit avec Yann Gary, qui estime que aujourd'hui, Shavkat Rakhmonov est le plus gros test pour lui dans la catégorie. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est en tout cas, c'est un sacré test. Et puis Shavkat Rakhmonov, lui, il a déclaré par contre que s'il avait eu le choix, il aurait préféré affronter Kamaru Usman. C'était le combat d'après lui qui lui donnait le plus d'opportunités et qui, je pense, lui aurait offert la plus grosse résistance. Moi, je pense que Usman, au stade où il en est dans sa carrière, je préfère le voir contre Gary Shavkat, mais contre Usman, ça aurait pu donner aussi un très beau combat. On sort un petit peu de l'UFC et de l'UFC 310 maintenant, mais on va y retourner après. Avec le PFL, je vous disais il y a quelques jours que les combattants commencent à se plaindre qu'ils ne combattent pas assez, qu'ils ont besoin de combattre pour gagner de l'argent, etc. Et ben on a Pachimix et Patricio Pitbull qui demandent tous les deux sur les réseaux sociaux et dans des interviews à être libérés de leur contrat. Et on a Patricio Pitbull surtout qui dit: «Je ne comprends pas pourquoi ils me retiennent alors que je suis quand même assez connu. Quand je parle, on m'écoute et je pourrais leur faire beaucoup de mal en les critiquant. C'est pas faux. Je demande seulement à combattre. S'il n'y a pas de combat pour moi, laissez-moi partir.» Le ciel toujours assez sombre au-dessus du PFL et je pense toujours à Dana White qui doit bien se frotter les mains.
Retour à l'UFC maintenant, mais avec le 311. Vous le savez, Oumar Nurmagomedov va aller défier Merab Dvalishvili pour la ceinture des poids coqs dans le co-main event. Et dans le main event, c'est Islam Makhachev qui va défendre face à Tsarukyan. Donc c'est la team Khabib. Et justement, Khabib s'est exprimé, il dit voilà, 2 combats pour le titre d'un coup, ça n'est jamais arrivé avant pour son équipe, hein, bien sûr. Et il dit: «Ça va être une sacrée nuit, j'espère que je vais survivre». Bon, un petit peu d'humour, mais c'est vrai que pour lui qui est vraiment coach, qui est proche de ses combattants, qui est dans leur coin, ça va pas être facile à gérer. Et je me souviens à l'époque, je crois qu'il avait affronté Dustin Poirier à Abu Dhabi, Khabib. Il y avait encore son père dans son coin et tu avais une délégation daguestanaises de dingue. La team Khabib était présente partout et Khabib avait dit qu'il avait pas aimé, que c'était voilà, c'était trop. Tous les combats, c'était des gars à eux, fallait gérer les mecs dans les coins, échauffer les mecs dans les vestiaires, et cetera. Il avait pas du tout apprécié l'expérience. Pourtant, on sait que Khabib, il aime bien le clan, la famille, les amis, voilà, ils travaillent entre eux, c'est un monde assez fermé. Mais de tous être sur la même carte, il avait pas aimé. Donc peut-être qu'il a appris de ça aussi. Et puis que là, il va pouvoir gérer un peu mieux les choses, ou en tout cas bien les gérer, parce que ça s'était bien passé pour lui contre Poirier. Il avait gagné. Mais je pense en effet que ce n'est pas la situation qui l'affectionne le plus. Est-ce que l'UFC n'est pas un peu en train de venir le titiller? Parce que Oumar, qui révèle il y a 2 jours qu'il a été blessé au bras et qu'il pouvait pas combattre au mois de janvier, une journée après, on lui dit: «Bah tiens, voilà ton combat pour le titre». Est-ce qu'il n'y a pas un peu, d'eau dans le vin entre les 2? Je ne sais pas, entre la team Khabib et l'UFC, mais ça me semble un petit peu bizarre. Sinon, cette nuit, on avait les World MMA Awards, hein, on récompense le meilleur combattant, et cetera. On a eu, le combat entre Max Holloway et Justin Gaethje à l'UFC 300, combat de l'année. Ariel Helwani, journaliste de l'année, mais ça, c'est pas étonnant, franchement, il fait un travail de fou, Ariel Helwani, et je ne peux m'empêcher là de penser à Dana White qui doit rager parce que les 2 ne peuvent pas se voir. Ariel Helwani avait été écarté, hein, de la presse de l'UFC à l'époque parce qu'il avait dévoilé en avant-première, que Brock Lesnar serait de retour à l'UFC 300. Ça avait gâché la surprise qu'avait concocté Dana White. Dana White était devenu fou. Ensuite, Ariel Helwani était parti travailler pour ESPN. Quand ESPN est devenu le diffuseur de l'UFC, bah, les 2 se sont retrouvés de nouveau face à face en conférence de presse et je me souviens, c'était très drôle. Tout le monde pose sa question à Dana White et là, le micro arrive sur Ariel Helwani. Tout le monde l'applaudit, moment de gêne pour Dana White, mais bon, ça l'avait fait sourire aussi. C'est de bonne guerre. Et puis Alex Pereira, combattant masculin de l'année, je trouve que c'est mérité. Et d'ailleurs, il y a eu une altercation, je vous passe la vidéo, entre Jamal Hill et Alex Pereira à l'UFC Performance Institute. Bon, je pense que c'est Jamal Hill qui veut se faire sa pub, etc. Ça a un petit peu chauffé. On a posé des questions ensuite à Pereira, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté très vague, il dit: «Moi, je suis concentré sur mon combat, sur mes combats qui arriveront, sur ma préparation, je lui conseille de se concentrer sur son prochain adversaire». Il n'a pas voulu polémiquer. Les gens qui détestent Jamal Hill, je pense, vont encore plus le détester maintenant. Je vous disais il y a quelques jours que Jan Blachowicz était prêt à revenir. Il a tweeté une signature, donc on comprend qu'il a signé quelque chose. Je pense qu'on aura une révélation très rapidement. Retour au combat du week-end et on a Anthony Smith, hein, sur la carte préliminaire qui va affronter Reyes. 2 anciens prétendants à la ceinture, 2 mecs qui ont connu la descente aux enfers depuis. Malheur aux vaincus, j'ai envie de dire. Anthony Smith, il a déclaré qu'il en avait rien à faire de gagner ou de perdre. Il est juste ici pour se faire plaisir. Have some fun. Donc je pense aussi qu'il veut proposer un beau combat pour les fans et pas juste pour se faire plaisir. J'espère en tout cas qu'il vient quand même avec la mentalité de faire mal. Et puis Bilal Mohamed, lui, qui est prêt à revenir, ça y est. Donc ceux qui n'aiment pas Mohamed vont me dire: «Ah bah tiens, c'est bizarre. La veille des combats, il est prêt à recombattre». Mais en fait, sa blessure, ça l'a empêché de s'entraîner, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Et il a confirmé qu'il prendrait le vainqueur de Rakhmonov contre Yann Gary. Dans les prélims toujours, on va avoir Gorimbo, Themba Gorimbo qui affronte Vicente Luque. J'en ai déjà parlé, Luque devait affronter Nick Diaz, ça s'est pas fait au mois d'octobre, ça ne se fait pas cette fois-ci. Gorimbo prend le combat presque, bon, pas de dernière minute, mais 2-3 semaines avant, je dirais. Eh bien, Gorimbo, lui, c'est un peu la belle histoire, hein. Il a quitté l'Afrique, il a l'Afrique du Sud, mais à la base, je crois qu'il vient du Zimbabwe, il a dû vivre en Afrique du Sud. Ensuite, il est arrivé à Miami, il dormait dans la salle, hein, il avait rien sur son compte en banque. La légende, l'histoire dit qu'il n'avait que 7,49 $ sur son compte en banque. Donc on lui avait prêté une salle, un canapé dans la salle de sport, il dormait là. Dwayne The Rock Johnson, ça lui a rappelé sa propre histoire. Et donc les deux s'étaient rencontrés. En plus, Gorimbo a dit qu'il était fan de l'histoire de The Rock. Et The Rock, je sais pas s'il lui a acheté ou loué une maison tout équipée pour lui, pour qu'il puisse s'entraîner. Franchement, c'est vrai. Bon, ça a été fait à l'américaine, ça a été filmé, c'était presque un film le truc. Mais bon, c'est plutôt cool de la part de The Rock. Et Gorimbo, je pense qu'il a très faim. Il va affronter Luque. Luque, bon, lui, c'est une carrière un peu en dents de scie, victoire-défaite, victoire-défaite. Je pense que Gorimbo a très faim. Maintenant, il y a un côté vétéran de la part de Luque qui peut aussi faire la différence ce week-end.
Et justement, je vous propose, je vous l'avais dit hier, on va aller regarder un peu ce qui se passe en prélim. Et les prélims, elles commencent avec Nshuku qui affronte Breski, quand même un gros nom, surtout Nshuku. Ensuite, Clay Guida, le vétéran contre Chase Hooper, j'ai vraiment hâte à ce combat. Je sais pas ce que ça va donner. Hooper avait battu Guida dans un combat de grappling, mais les choses sont différentes maintenant en MMA. J'aime beaucoup Hooper, mais je serais content pour l'histoire que Guida puisse gagner. Voilà, un vétéran comme ça me ferait très plaisir. Ensuite, on a Chiesa contre Griffin, on en reparlera dans la minute auditeur. Mais moi, je pense que Chiesa, OK, c'est le grappleur dans l'histoire. Il peut sûrement, battre Griffin au sol, ça fait aucun doute, mais mentalement, je sais pas où il en est Chiesa, on sait qu'il y a eu des petits soucis, il a vu un psychologue du sport et cetera. Est-ce que si Griffin lui met une grosse pression, si Griffin commence à le toucher, il va pas s'écrouler mentalement? J'ai un petit doute là-dessus. Ensuite, on a Durden contre Van, 17-6 pour Cody Durden, 11-2 pour Joshua Van. Et là, moi, ce qui m'intéresse, Chris Weidman contre Anders. Weidman, j'en attends plus grand-chose, hein, ancien champion. Anders, je me dis que parfois il peut faire un petit truc, hein. J'avais parlé de lui il y a quelques mois maintenant, où il expliquait que dans une partie de sa carrière, où là il fallait y aller, il fallait être spectaculaire, il fallait prendre de l'argent, c'était le moment de le faire. Je pense que Weidman est le plus technique des deux. Weidman, mentalement, est-ce qu'il n'a pas été un peu affecté, hein? Leur combat était prévu pour l'UFC New York. Quelques heures avant le combat, Anders s'était retiré. Weidman a été assez frustré. J'espère que ça ne va pas, pardon, le faire sortir de son game plan. Ensuite, on a Randy Brown contre Brian Battle. Brown, il est pas facile à manœuvrer, mais je pense que Battle, c'est son moment, il est surmotivé, je pense qu'il peut le faire. Aljamain Sterling contre Movsar Evloev. J'ai toujours du mal avec un combattant comme Sterling qui a été champion, qui a perdu sa ceinture, qui change de catégorie. J'ai toujours l'impression que c'est un dernier barou d'honneur. Je vois plutôt Evloev s'imposer, mais Evloev, ses deux derniers combats, c'était compliqué, hein. Lopez et Allen. Allen a commencé à montrer une petite voie à suivre potentiellement pour gêner Evloev. Peut-être que Sterling va la suivre. Maintenant, Sterling debout, il est pas aussi bon qu'Allen, donc la menace ne sera pas la même. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Luque contre Gorimbo. J'ai envie d'y aller avec Gorimbo pour la belle histoire, même si j'aime beaucoup Vincente Luque. Et puis Reyes contre Smith, alors là, c'est la pièce en l'air, je ne sais pas du tout où ça peut aller. J'en ai strictement aucune idée pour être honnête avec vous. Un peu d'annonce de combat maintenant et l'UFC 311 qui va être énorme. Je vais vous afficher la carte après à l'écran. Mais Dariush contre Moïcano, ça va être un combat de dingue. Je suis content pour Moïcano. Il va pouvoir grimper au classement. Moïcano est 10, Dariush est 9. Il va peut-être gagner une petite place. Dariush, là, je pense que pour moi, le train est passé. Malheureusement pour lui. Moïcano, c'est pareil, c'est un peu comme Battle, mais encore plus. Il a le vent dans le dos, il est en pleine confiance. J'adore le personnage, il sait se vendre. Il a compris qu'il était un moment de sa carrière où il fallait être spectaculaire, donc même s'il perd, je pense qu'on aura un très beau combat. Et je ne sais pas si j'en avais parlé, mais pareil, il y a l'UFC 311, Almeida qui va affronter Spivak. Almeida, j'ai de gros espoirs pour lui, vous le savez. On avait un peu déchanté suite à sa défaite face à Curtis Blades, mais je pense que ce n'est pas trop tard s'il fait les bons ajustements. Et puis on a Edman Shabazian qui revient, lui, le 15 février contre Dylan Butka. Et il y avait une rumeur depuis quelques temps, Jorge Masvidal qui revient à l'UFC, on le sait, ça avait parlé de Leon Edwards, les deux s'étaient un peu affrontés dans un UFC Londres il y a quelques années, Masvidal avait mis un bel enchaînement à Leon Edwards, depuis on parle d'un combat entre les deux, je voyais pas trop la logique pour Edwards de prendre Masvidal, Masvidal il sort de la retraite, tu bats Masvidal, ça te donne rien quand t'es placé là où est placé Leon Edwards, bon finalement c'est mort, en tout cas ce sont les rumeurs, c'est un journaliste assez sérieux qui rapporte ça, il s'appelle Rueben Carter, en général on peut lui faire confiance. La rumeur maintenant, ce serait plutôt d'un Jorge Masvidal contre Carlos Prates. Pour Prates, je dis pas que ça le ferait avancer au classement, mais pour sa notoriété, ce serait magnifique. Et puis dans la cage, on pourrait avoir un très beau combat. Clairement, j'ai Prates favori dans ce combat. Et puis sinon, ce week-end, il y a l'ADXC et on a Albassi qui sera main event contre Philo. Je voulais quand même vous en faire part, hein, Albassi, combattant de l'UFC. Et puis l'ADXC, pour ceux qui connaissent pas, c'est la grosse ligue de grappling à la mode en ce moment. Grappling JJB, hein, ils font les deux. Et là, je vous affiche rapidement à l'écran l'UFC 311, la carte, les combats qu'on aura dans l'ordre, hein, en partant du main event. Ça va être un truc de dingue. Islam Makhachev contre Tsaroukian, Dvalishvili contre Umar Nurmagomedov, Projaska contre Hill, Dariush Moïcano, Holland Derrider, Walker Guskov, Talbot Barcelos, Almeida Spivak, Rhys Dumas, Grant Dawson contre Diego Ferreira, j'ai vraiment hâte à ça. Et ensuite, on a Rosa contre Perez, Nakamura contre Gafurov, Turcios contre Zopage et Ulan Bekov contre Carpenter. Une carte de dingue, on finit bien l'année, mais on va aussi très très bien la démarrer. Écoutez, c'était tout pour l'actualité aujourd'hui. J'espère que vous aimez, pensez à liker, vous abonner. Et comme vous le savez, je lis tous vos commentaires, j'y réponds et j'en sélectionne quelques-uns pour la minute auditeur. Donc, c'est le moment.
Et juste avant de commencer la minute auditeur, je vous demande 30 secondes. Vous savez, moi, je suis pas sponsorisé, je fais pas de lien d'affiliation, etc. Mais il y a les fêtes de Noël qui arrivent. J'ai un très bon ami à moi qui a écrit un livre. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, je vous affiche la couverture à l'écran. Ça s'appelle Condamné à vivre. Bon, c'est une histoire qui se passe dans une maison de retraite. Le mec, c'est pas un auteur professionnel, c'est un gars comme moi qui bosse, qui a une vie de famille, mais lui, sa passion, c'est d'écrire. Il a aussi une chaîne sur les réseaux sociaux. Je vous affiche ça à l'écran. Vous pouvez suivre si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un. C'est un livre pardon, qui se lit très rapidement. Donc ça le soutiendra. N'hésitez pas. Et je commence avec votre premier commentaire, Isaac Avrilo. Merci pour cette vidéo concernant Asakura contre Pantoja. J'ai des doutes. Avec Derrider, champion du One, qui a eu du mal à finir un mec non classé, on voit que les autres orgas suivent pas trop avec le niveau de leurs combattants. Après, je pense que les organisations japonaises ont plus de niveau sur leurs combattants très légers, donc à voir. Mais Pantoja est un monstre sur tous les points et a une grande expérience dans la meilleure organisation, donc ça risque d'être très intéressant. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je dis souvent que l'UFC est quand même un cran au-dessus des autres. Je sais qu'actuellement, au Bellator PFL, la catégorie des welters, c'est quelque chose. Mais je le dis souvent, l'UFC, c'est devant. Et tu as raison, Derrider, c'était un poids lourd, lourd léger. En Asie, tu sais que c'est pas là où vont les meilleurs lourds légers, donc forcément c'était un peu décoté. Par contre, chez les très très légers, il y a quelque chose à faire, et je pense en effet qu'Asakura a peut-être quelque chose à jouer ce week-end. Maintenant, Pantoja, c'est un monstre, il est au top de sa carrière. Bon, il y a forcément un moment où il va décliner, mais moi je vais plutôt y aller avec Pantoja sur celle-là. Ensuite, on a Brigitte Payne, je t'appelle Payne, je sais pas si c'est Pain, Brigitte Pain on va dire, et toi t'es pour Roumar ou Merab? Moi je suis pour Roumar, mais attention à Merab, il est vraiment fort, et je te dis, moi en fait je suis pas pour un combattant particulièrement, je veux voir un beau combat surtout, mais ce que j'ai envie de savoir c'est si on a un combattant qui va réussir à rivaliser, voire à neutraliser la lutte de la team Khabib. Alors Sandhagen avait plus ou moins réussi, mais c'était vraiment 100% défense. Moi j'aimerais bien qu'un mec mette Oumar sur le dos. Imagine Merab, il lui shoot un double leg, il le met sur le dos, qu'est-ce qu'il va faire Oumar sur le dos? Ça m'intéresse vraiment. Et ensuite, tu me disais, c'est vrai, et aussi, on va pas avoir un combat de MMA, mais plus un combat de lutte, il y aura beaucoup de takedown. Et là, je te répondais, oui, c'est vrai, mais rappelle-toi, Oumar contre Sandhagen, il a fait la différence debout en striking. Donc attention au striking de Oumar. Et ensuite, j'ai Aferp qui me dit: «Depuis la défaite de Leon Edwards, on n'entend plus son nom dans les grandes discussions, mais sincèrement, en 77, je vois aucun combattant lui poser de problème. Lors de l'UFC Londres, il a pas performé, mais ça arrive, faut pas l'enterrer pour autant. Pour moi, c'est l'un des combattants les plus complets de l'organisation, aux côtés d'Islam Makhachev et Topuria.» Je suis d'accord, Leon Edwards est très sous-estimé, il en a affronté des lutteurs, hein, Covington, Usman, mais on peut me dire, c'est pas, ils étaient peut-être plus à leur prime, peut-être, c'est vrai, mais il est très bon au sol contre Bilal Muhammad. Il y a un round au moins où il le domine, je sais plus si c'est le 3 ou le 4, mais il est dans le dos de Muhammad quasiment tout le round. C'est impressionnant. Donc oui, je pense qu'on l'a un peu enterré vite. Si c'était juste une mauvaise soirée, il faut compter sur lui pour les conversations très intéressantes d'après moi. Sam Sulek, pour moi, Arman a toutes ses chances contre Islam. Le premier combat, c'est un super fight. Les deux s'en sont améliorés, mais Arman est tellement confiant et sur une bonne série que je sens qu'il peut le faire et même pourquoi pas finir Makhachev. Ça va être ultra serré, honnêtement. Moi, j'ai Makhachev peut-être un peu devant, mais très honnêtement, ça va être un combat super serré. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Miki Rosa, Volkov envoie de gros low kicks, son gros point fort, avec ses longues jambes massives. Mais bouger beaucoup avec un corps de plus de 2 mètres, c'est tendu, donc il a un cardio très limité. Cyril Gane va avoir du mal sur le premier round, voire le deuxième. Après, si ça va au troisième round, Volkov sera complètement cuit, et puis je vois mal Volkov finir Gane, donc victoire de Gane par décision. N'oublions pas que c'est un combat en 3 rounds. Si Gane perd le premier, va falloir qu'il mette le turbo au deuxième. Donc attention, ça peut être un piège aussi. Gane, il est habitué aux 5 rounds. Attention à ça, mais moi je vois Gane favori, mais je n'enterre pas Volkov avec un physique comme ça, tu peux poser problème à n'importe qui. Christopher Johnson, je vois aussi Gane vainqueur contre Volkov, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Volkov l'a déjà affronté et sait à quoi s'en tenir. Il a peut-être des options en amenant Gane au sol. J'ai l'impression que Gane mise sur le même game plan que lors de sa première rencontre. Il est plus rapide, mais sa lutte est inquiétante. Je ne serais pas étonné si Volkov l'emporte. Mais ouais, Cyril Gane, comme je le disais, il dévoile jamais son game plan, il reste toujours assez évasif. Je pense que des fois, il fait semblant de ne pas comprendre la question des Américains, mais il a bien compris, il répond un petit peu à côté. Mais il dévoile jamais. Mais en effet, s'il s'attend à faire le même combat que la première fois, il pourrait peut-être avoir des surprises. Attention à ça. Ensuite, j'ai Michael Laffineur qui me dit: Chimaev ne sera pas champion tant qu'il est interdit aux US. Je vois pas l'UFC laisser une chance de ceinture à un gars qui ne pourrait pas combattre chez eux. Peut-être dans quelques années, mais à l'heure actuelle, il a encore une grosse majorité de combats aux US. Va falloir attendre, je pense. Bah, je sais pas. Déjà, avec Trump, on a laissé entendre. Trump a dit que Chimaev était son combattant préféré. Est-ce qu'il va lui faire un passe droit? C'est possible. Franchement, c'est quelque chose qui se joue. Après, l'UFC va souvent à Abu Dhabi. Ils vont en Australie.
Tu vois, il y a quelques endroits le Canada, je sais pas s'ils accepteraient Chimaev, je sais pas s'ils suivent les États-Unis ou pas, mais moi je pense que tu peux avoir un champion que tu fais combattre une fois l'année à Abu Dhabi, une fois en Australie par exemple, ça fait 2 défenses par an, c'est pas déconnant. Maintenant c'est sûr que ce serait mieux si c'était aux États-Unis, ça faciliterait, grandement les choses. Ensuite, on a TNSN qui me dit: Imavov gagne contre Israël Adesanya. Imaginons une revanche en demi fait sens. Sean Strickland donc contre Nassourdine. Et le gagnant prend le champion, ça peut se faire. Il doit récupérer le Sean de son opération. Il y a moyen que 2025 on voit ça. Oui, c'est une grosse possibilité et ce serait bon pour le mental de Nassourdine Imavov de taper un mec qui l'a battu. Ce serait très très bon pour lui. Et puis tu me disais aussi que attention, Jeff Neal contre Shafkat. Shafkat avait pris beaucoup de coups contre Jeff Neal, mais de mémoire, son combat, il le fait que debout. Alors que Neal est un cogneur, il voulait le faire à la Jones, être meilleur que son adversaire dans son domaine. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il a appris de ça, Shafkat, parce que contre Stephen Thompson, il n'a pas fait la même erreur. Donc je pense qu'il est assez intelligent dans son approche, qu'il continue à évoluer, et j'ai vraiment hâte de le voir combattre ce week-end. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était la dernière de la semaine. D'ailleurs, je me suis mis sur TikTok à faire des shorts. N'hésitez pas à aller voir si vous aimez. Je vais vous mettre ça en description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Profitez bien des combats, ça va être magnifique. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!